Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Nighterion et j'espère que vous allez bien. Vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, mais Donjons & Dragons va avoir une mise à jour majeure de la 5e édition qui s'appellera One D&D et nous allons voir ensemble dans cette série de vidéos ce que va nous proposer cette mise à jour très importante car en effet, elle est annoncée pour 2024. 2024, ça se rapproche à très grands pas. Et comme je l'ai dit lors de la toute première vidéo, la majorité du corpus de règles est déjà donc disponible. Et aujourd'hui, on va parler donc des classes et des changements qu'on va avoir dans One D&D par rapport à ce qui est proposé depuis 2014. Installez-vous confortablement car on va décortiquer tout ce qu'il faut savoir sur One D&D. Pour la vidéo du jour, on va parler principalement donc de 3 classes de jeu qui ont été fortement changées et modifiées pour que vous puissiez comprendre ce que l'on attend d'elles et comment est-ce qu'elles vont être présentées dans One D&D. Alors on va commencer tout simplement avec la classe de prêtre, la classe de clerc concrètement, un changement de clerc dans les One D&D. Nous avons que le clerc a été le premier lanceur de sorts complet à apparaître dans le playtest de One D&D il y a maintenant 2 ans, bien que les derniers documents montrent une version un peu plus raffinée en fait de ces premières idées qui ont été proposées. Ces changements sont pas du tout négligeables par rapport à ce qui est proposé en 5e édition. Au niveau 1, par exemple, les joueurs vont devoir choisir désormais un ordre sacré, et c'est essentiellement un choix de positionnement que vous allez devoir avoir avec votre clerc pour devenir soit un érudit ou un mage de bataille en armure, ce qui est une modification bien accueillie dès les premiers playtests et dispose ainsi d'une option plus polyvalente de canalisation de divinité pour soit soigner, soit blesser des créatures selon l'ordre sacré que vous choisissez. Donc déjà on a un gros changement en termes de positionnement, donc le job et la classe en elle-même vont faire ce qu'un clerc fait avec la magie divine, sauf qu'elle a un positionnement différent et donc plus un truc très global comme on a en 5e édition. Cependant, l'intervention divine, une des grandes capacités de la 5e édition autour du clerc, qui vous donne notamment une petite chance d'obtenir une aide divine puissante, vient d'être remaniée profondément. Les joueurs semblent avoir demandé des résultats plus fiables et les concepteurs de One D&D ont répondu en permettant à l'intervention divine de réussir automatiquement tous les sorts de niveau 5 ou moins. Évidemment, ce ne sont pas les joueurs qui le décident, c'est une intervention divine, donc les MJ, vous avez de quoi vous faire plaisir, tandis qu'une grande intervention divine de niveau supérieur fonctionne comme un sort de souhait, en lançant donc n'importe quel sort de n'importe quel niveau avec les résultats imprévisibles que l'on connaît puisque le dieu, la divinité que vous invoquez n'a peut-être pas spécialement les mêmes objectifs que vous et ne fera pas ce que vous souhaitez, mais voilà, l'intervention divine a été remaniée pour fonctionner automatiquement et plus de manière aléatoire. Donc voilà, on a une classe avec une double approche très différente sur deux grands positionnements dont les jobs et les positions pourront être très différents selon comment on les construit et quel domaine on va choisir. Et ça je trouve très intéressant parce que c'était souvent la critique qu'on faisait avec le clerc en 5e édition, c'est qu'il est bon dans tout. Donc là maintenant on va retirer le fait qu'il soit bon dans tout, combat, magie, roleplay, offensif, défensif, etc., etc. Il était vraiment très très fort dans absolument tout et il avait du soutien, il avait de la magie, il avait du combat, il avait des compétences, de l'expertise, machin et tout. Là on va devoir un petit peu plus choisir nous-mêmes quelles forces et faiblesses on veut dedans pour avoir une classe qui est globalement plus facile à s'accaparer, à personnaliser et également du coup à compenser avec d'autres membres d'un groupe. On va parler maintenant des changements pour le druide dans D&D, dans One D&D. Le druide évidemment, vous le savez, les grands amoureux de la nature et le changeur de forme par excellence a été profondément remanié lors de la toute première apparition dans le playtest de One D&D et bien que beaucoup de gens de ces changements aient été annulés depuis car en fait le druide perdait dans son identité, vous conservez globalement vos points de vie de druide quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est le gros changement, ce qui élimine en fait l'un des plus gros points forts ou reproches que l'on peut faire au druide dans sa version de la 5e édition, c'est sa capacité en fait à regagner des nouveaux points de vie lorsqu'il se transforme, lorsqu'il utilise sa forme sauvage. Donc vous êtes à 2 points de vie, vous vous transformez, hop, vous repassez à, 80 points de vie sur votre forme sauvage. Le playtest de juin 2023 a introduit une version du druide de l'ordre sacré du clerc,
vous permettant, attention, je vais vous expliquer, hein, je sais que vous êtes en train de hurler là derrière, vous permettant en fait de choisir entre une armure et des armes améliorées et un sort mineur supplémentaire avec un boost évidemment au test de nature, etc. Bien que nous espérions tous et toutes, hein, de notre côté également moi dans la commu, de voir des options plus druidiques que des imitations de Claire, le druide se présente de manière différente, je vous en parle dans 2 petites secondes. Alors, les sous-classes de druide sont également profondément remaniées. La très impopulaire sous-classe du cercle de la Terre, hein, qui est vraiment une sous-classe. Le cercle de la Terre est un cercle qui est très très peu joué, tout simplement, et apprécié également, se concentre en fait désormais sur les quatre régions clés. Les régions arides, polaires, tempérées et tropicales. Tandis qu'une nouvelle sous-classe de Claire de la mer, de druide de la mer, cercle de la mer, offre des avantages beaucoup plus aquatiques, hein, comme par exemple la respiration aquatique, la vitesse de nage, etc. et des capacités de combat contre les marées. Nous avons un changement également pour les druides lunaires, hein, une sous-classe traditionnellement qui est axée sur le combat. En fait, ici, elle offre au joueur un bonus temporaire de points de vie pendant la fameuse forme sauvage, ainsi que l'accès au sort d'abjuration, qui n'était pas autorisé à la base, et au rayon de lune lorsqu'il est transformé. On est un peu plus proche de la version World of Warcraft, pour celles et ceux qui verront la référence. Si on compte l'apparition de la magie primale, hein, le gros changement de la magie primale dans 1D&D avec le système de magie, je pense qu'il est logique en fait de voir actuellement le druide prendre plus de diversité et un nerf et sur certains aspects et un buff sur d'autres que d'autres classes de jeu. Ce sera en fait pour moi une classe de base pour les utilisateurs de magie primale. C'est-à-dire que ce sera probablement la version claire mais pour la magie primale. Donc lorsqu'on aura d'autres classes de jeu, etc., lorsque l'on pensera à une classe de soins autour de la magie de la nature, on pensera au druide et pas spécialement au clerc. Parce que le druide sera focus uniquement là-dessus et il y a une vraie distinction de magie entre la magie de la nature et la magie divine. C'est intéressant, on change complètement l'identité du druide en tant que tel avec cette séparation de système de magie. Moi je trouve ça cool parce que ça permettra en fait de voir au druide et au clerc d'être au même niveau, entre guillemets, en termes d'utilisation avec une approche job position différente. Voilà, je vous en parle depuis un bon moment déjà maintenant, mais voilà, moi j'aime bien personnellement cette idée que voilà, si je veux un groupe de jeu avec uniquement des personnages qui tournent autour de la nature, eh bien le druide sera le soigneur, la classe de prêtre pour soigner le groupe, etc. Avec la possibilité de le construire un peu plus différemment si je veux qu'il soit un peu combattant, si je veux qu'il ait une forme sauvage qui améliore sa magie et tout. Donc voilà, très intéressant les changements qu'il y a autour du druide. Et enfin, on va parler des changements pour le guerrier, hein, le fighter, le combattant dans 1D&D. Alors, le combattant a reçu beaucoup d'attention depuis les tout débuts des playtests de 1D&D. Le principal changement est une caractéristique qui est appelée maîtrise des armes. Je vous en parle pas maintenant, mais ça va être dans une des prochaines vidéos. En fait, ça va permettre au combattant d'utiliser des capacités secondaires pour chaque arme du jeu auquel la plupart des classes n'ont pas accès, hormis le combattant. Comme par exemple des moyens de réduire la vitesse de déplacement d'une créature, de la mettre à terre ou de la repousser sur un coup, de lancer certaines armes avec des bonus, etc. En reprenant en fait la logique des hauts faits que vous connaissez peut-être, qui sont broyeurs, trancheurs et tueurs de la 5e édition, en les intégrant à l'expérience de l'arme de base. C'est-à-dire que les combattants en fait débloquent cette capacité au niveau 1, mais au niveau supérieur, ils pourront mélanger et assortir ces caractéristiques d'armes, ou même en empiler 2 sur une seule arme, etc. Donc vous allez avoir des combattants qui vont être experts dans certains types d'armes selon celles que vous voulez. Typiquement, lors du Creator Summit, du D&D Creator Summit où j'ai été convié au USA, mais bon, moi j'étais en ligne, eh bien ils ont expliqué que par exemple, si vous voulez être un combattant d'armes à 2 mains, que votre spécialité, ça sera l'épée longue, et bien en fait vous allez pouvoir choisir à tous les X niveaux d'améliorer en fait la maîtrise de cette arme là. Et en fait la compétence secondaire de l'arme de l'épée à 2 mains, c'est le cleave, c'est le fait de pouvoir frapper sur plusieurs ennemis en même temps. Et du coup vous allez pouvoir améliorer ça, les dégâts, l'efficacité, le fait de pouvoir par exemple stun, de pouvoir repousser. Donc en fait le combattant va se focus sur les armes que vous appréciez, distance, corps à corps, poignard,
finesse, peu importe, etc. Et vous allez donc pouvoir améliorer votre maîtrise du combat, votre connaissance des armes, des armures, etc., des boucliers, des armes à une main, des armes à distance, etc. Et de pouvoir accumuler en fait cette expertise-là au fur et à mesure que vous avancez. Donc si vous voulez par exemple être un petit peu expert dans plein d'armes différentes, les haches à une main, les haches à deux mains, les épées courtes et la rapière, parce que vous avez envie d'avoir un personnage qui balance des haches, puis après en prend une grande, la lance également pour faire plus de dégâts, puis sort une rapière pour pouvoir attaquer en finesse, et puis s'il perd son arme, il peut en reprendre une deuxième, tu vois, avec d'un côté une rapière, d'un côté une arme, une épée courte, etc. Eh bien, vous pourrez le faire parce que vous aurez dépensé ces fameuses expériences-là, ces fameuses expertises-là, pour avoir ces fameux donc caractéristiques secondaires. Afin donc d'intégrer ces caractéristiques à la classe, les exploits sont un peu plus regroupés également, et vous en obtenez actuellement un au 4e niveau et au 5e niveau en plus de votre attaque supplémentaire classique d'habitude. Donc voilà, l'utilisation de la caractéristique d'auto-guérison qui est le second souffle se fait désormais sur une journée. On en revient à des mécaniques de la 4e édition qui est donc les utilisations par jour et non plus par repos court. Donc ce sera à mon avis chaque repos long. Et les combattants, les fighters peuvent accéder à la compétence de persuasion. Incroyable mais vrai, mais dorénavant vos classes, je vous le disais, de combat pourront également avoir des options de roleplay avec du coup un peu plus d'interaction avec le monde, ce qui ouvre la voie à des styles de jeu différents de ceux du combattant en 5e édition. Le gros du travail évidemment sur les combattants a été de les rendre intéressants au-delà du niveau 6, et pour avoir testé les capacités secondaires des armes selon les capacités de votre combattant, on arrive à avoir des classes de support avec un peu de capacité sociale aussi. Donc le combattant, en vrai, il a eu un chouette rework, il a eu beaucoup d'attention. Vous allez pouvoir le personnaliser, vous allez avoir plein d'armes différentes, plein d'approches différentes, vous allez pouvoir faire du roleplay, vous allez pouvoir un petit peu sustain sur le long terme avec des options de support. Typiquement, je crois que c'était la faux. Je pense que la faux avait une capacité où en fait vous pouvez balayer les adversaires, et typiquement c'est le genre de choses que vous allez pouvoir utiliser pour par exemple contrôler, faire du crowd control, du contrôle de foule pendant votre phase de combat pour par exemple pouvoir mieux l'attaquer derrière. Et ça, ce sera typiquement le job du combattant, d'avoir ce côté martial, combat expert du combat, avec du coup des approches différentes selon ce que vous voulez faire, sans perdre l'intérêt de faire du roleplay, d'avoir la possibilité donc de pouvoir faire d'autres choses que juste « Ya, on va faire du combat !» Donc voilà, c'est pas trop mal en vrai, moi j'aime bien le rework qui a été proposé avec le combattant de manière générale. J'ai très hâte de voir ce qui va être proposé au final, mais globalement, en 2 ans, maintenant les choses ont été bloquées, le rework ne changera pas des masses. Voilà. En attendant que tout cela arrive, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu apporter des réponses claires sur ce que va proposer One D&D potentiellement. Nous, on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, on a encore plein de chouettes trucs à aborder. Et donc, portez-vous bien et nous, on se dit à très bientôt.